La semaine dernière, j'ai dit que Monsters of God pourrait être le prochain Tiger King. Eh bien, cette semaine, c'est devenu encore plus fou. On est passé de la contrebande d'animaux, à la drogue, aux armes et à la DEA. Tellement fou. Mais tout le monde dit que c'est un vrai somnifère, un festival d'ennui. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai regardé l'épisode de cette semaine en retard. Je n'ai pas pu le voir avant dimanche soir. Donc plusieurs jours étaient passés, et j'avais vu tous les mêmes. Tout le monde disait que c'était ennuyeux. Des gens m'envoyaient des messages. Tu l'as vu ? Je l'ai éteint. Mais ce sont tous des gens de la communauté animalière. Et puis quand je l'ai regardé, je n'ai pas vraiment compris, mais je comprends pourquoi les gens peuvent penser ça. Tu vois, la semaine dernière, on parlait de Tom Crutchfield et Hank Molt. On parlait de leur rivalité, de qui avait commencé en premier, qui avait commencé à importer des choses, à copier des affaires de l'autre, des listes de prix différentes, avec pratiquement le même nom, même si ce sont des entreprises différentes. On présentait un peu Tom comme le gentil et Hank comme le méchant. Maintenant, je ne sais pas, parce que je suis né à peu près au moment où Tom est allé en prison. Donc je n'étais pas là à cette époque. Et les anciens à qui j'ai parlé ont chacun une version différente. Mais il y a un autre gars dont j'ai entendu parler pendant toute ma carrière dans les reptiles, à tous ces salons, en discutant avec les anciens. Il l'appelle Pops, et c'est Ray Van Nostrand. Ray était vraiment le même genre de gars. Il a comblé le vide. Une fois que Molt et Crutchfield sont allés en prison, il fallait un nouveau gars. Il y a toujours un vide à combler, et Ray était ce gars-là. Si vous voulez savoir où ça mène, il l'appelle Ray Van Nostrand. Donc on va pas trop entrer dans les détails, ça reste une émission tout public. Promis. Il pourrait y avoir quelques spoilers. Donc Ray était un marchand d'animaux. C'est un peu la même histoire, non ? Eh bien non, parce qu'il était à Miami. Miami dans les années 80. Eh bien, on a tous vu Scarface et ce genre de film. Scarface était en fait basé sur un autre gars nommé Mario, dont on parle plus tard dans le film. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, dans le sud de la Floride dans les années 80, la contrebande de drogue illégale et la contrebande de reptiles illégaux allaient ensemble à peu près aussi bien que, 6 geckos léopards et 2 tiktokers en colère. Quoi qu'il en soit, le fait est qu'ils allaient de pair. Et Ray a été en quelque sorte le premier à exploiter cela. Et tout cela était à cause de ce gars, Mario, dont nous parlions. Maintenant, certaines personnes disent que Scarface était basé sur Mario. Mario Chabral, quoi qu'on en dise, en fait nous l'avons déjà rencontré dans Tiger King. Si vous avez regardé Tiger King, vous le connaissez déjà. C'est le gars qui a fait disparaître l'agent de la DEA dans les moindres détails, tu vois. Donc Mario a employé Ray, et ensuite le modèle économique de Ray est passé des reptiles à plein d'autres choses aussi. Et c'est la principale différence entre le premier et le deuxième épisode. Et je pense que ça a même dégénéré. Mais voilà le truc. Et c'est pourquoi je n'ai pas arrêté de regarder, et j'ai trouvé ça super cool. De toute façon, je regarde beaucoup de documentaires sur le true crime. Il y a certaines choses dans ma vie que je ne ferai jamais. Je n'ai aucun intérêt à les faire. Mais le fonctionnement d'entreprise m'intéresse vraiment. C'est pour ça que j'ai fait autant de recherches sur Pablo Escobar. J'avais l'habitude de regarder la chaîne History, je porte juste le t-shirt par hasard. J'ai parlé de beaucoup de ces sujets à l'époque, des cocaine cowboys et tout ça. Eh bien Mario était l'un des cocaine cowboys. Regardez le documentaire. C'est brutal. Et en fait tout ce qu'ils ont fait, c'est faire avec les reptiles ce qu'ils faisaient déjà avec des substances illégales. C'était en fait assez ingénieux la façon dont ils faisaient ça. La plupart des gens, surtout à l'époque, s'ils voyaient que c'était une cargaison de cobras, ils n'allaient pas mettre la main dedans. Ils ne voulaient pas l'ouvrir. Ils laissaient simplement passer. Donc ce qu'on trouvait au fond de ces caisses, eh bien c'était des choses qui n'étaient pas censées s'y trouver. Donc on envoie d'abord un tas de reptiles légaux, petit indice pour la suite. Et ensuite on met plein de choses qui devraient pas être là au fond, exactement comme ils le font avec à peu près tout le reste. C'est pour ça que, quand je travaillais chez un distributeur de fleurs, parfois les œillets qui venaient de Colombie étaient déchirés par la douane avant même d'arriver. C'est bien plus facile de déchirer des fleurs si on n'aime pas les serpents, que de déchirer un colis marqué Cobra. Et c'est pour ça que toute l'opération visant à arrêter ces types et à les mettre en prison s'appelait Opération Cobra. C'est là que le documentaire devient un peu compliqué pour moi, parce que j'aime apprendre ces choses, mais je ne participe qu'à une seule. Je suis un passionné de reptiles. Je n'apporte pas de reptiles. Je n'emporte pas de reptiles. Je n'ai jamais rien fait d'illégal avec les reptiles, mais je comprends comment fonctionne le modèle économique. Et je pense pas non plus que nous, en tant que passionnés de reptiles, devrions faire comme si rien de tout cela ne s'était passé. Tout cela est arrivé, c'est bien réel. Il est normal d'en parler et d'apprendre à ce sujet. Et certaines de ces choses continuent encore aujourd'hui. Il y a encore des gens qui falsifient des documents. Il y a beaucoup d'espèces que je vois, disons, en Thaïlande par exemple, dont je sais à 100% qu'elles n'existaient même pas en tant qu'espèce il y a 10 ans. Et maintenant, ils ont des documents CITES datant d'il y a 11 ans qui disent cela, comme je l'ai vu de mes propres yeux, où il y a des papiers falsifiés pour entrer dans un certain pays. Et puis une fois que c'est dans ce pays, c'est ensuite introduit clandestinement aux États-Unis, au Canada, en Europe, peu importe. Donc maintenant, ce qui va se passer, que ce soit créé par Eric Goode ou non, c'est que le spectateur pourrait commencer à faire le lien entre ces deux choses. Il pourrait commencer à associer les amateurs de reptiles avec des gens mêlés à la drogue,
Et je peux dire par expérience personnelle, mais aussi pour la plupart des gens que je connais dans ce milieu, la plupart d'entre nous ne sommes pas des trafiquants de drogue. Nous ne consommons pas de drogue, nous ne vendons pas de drogue. Bien sûr, ça arrive, mais on pourrait dire la même chose de n'importe quel domaine. Si vous allez dans le mauvais salon de tatouage, alors oui, vous allez trouver plein de choses illégales qui s'y passent. Alors que la plupart des salons de tatouage où j'ai été tatoué, ou dans lesquels j'ai travaillé, sont complètement propres. Mais les gens font simplement le lien à cause des médias. De la même manière que le problème avec Tiger King est arrivé au départ. Ce documentaire a mis les passionnés de tigres avec plein d'autres personnes bizarres et les a regroupés ensemble. Donc ça donne l'impression que tous les passionnés de grands félins prennent les mêmes drogues que Joe Exotic, se font arracher les bras et font toutes sortes de choses peu recommandables qu'on ne devrait pas faire, surtout avec des animaux. Et c'est là que je pense que ça pourrait nous nuire. J'ai dit la semaine dernière que c'était du vent, ne t'en fais pas, c'est pas grave. Cette semaine, je le prends un peu plus au sérieux. Peut-être que ça pourrait être un problème, mais je ne m'inquiète toujours pas. Et je ne pense pas que jusqu'à présent le réalisateur, Eric Goode, essaie. Même s'il essaie de vendre un film et d'être dramatique. Je ne pense pas qu'il essaie de faire le lien entre ces deux choses, intentionnellement. Je pense qu'il raconte simplement une histoire de la manière la plus cinématographique et provocante possible, pour que les gens ne décrochent pas. Mais je pense qu'il faut réaliser que les choses ont changé, et j'espère que les 3 prochains épisodes aborderont ce sujet. Et l'énorme différence, c'est que toutes ces activités illégales, et toutes les horreurs subies par les animaux eux-mêmes et les gens autour, venaient du fait qu'il n'y avait pas d'élevage en captivité. Ça a tout changé. Et bien sûr, il y a encore des animaux qui arrivent, la plupart sont réglementés. Je suis sûr qu'il y a encore beaucoup de contrebande, mais la demande est bien moindre aujourd'hui qu'à l'époque, parce qu'à l'époque, on ne trouvait pas de pythons woma élevés en captivité. Les pythons woma figuraient sur une liste que j'ai vue de Crutchfield, au début des années 1990. 25 000 $ pour des pythons woma. Vous pouvez en acheter pour 500 ou 800 $ aujourd'hui, selon l'endroit où vous êtes. Donc il est beaucoup moins probable que quelqu'un prenne le risque d'aller en prison pendant 10 ans ou plus, juste pour faire passer en contrebande un serpent. Qu'est-ce qu'ils vont en tirer ? 500 $ tout au plus, au moment où vous le vendez à quelqu'un. À l'époque, quand vous vendiez des animaux pour 25 000 $, il y avait beaucoup de risques, mais aussi beaucoup à y gagner. S'il n'y a pas de récompense, alors les gens ne sont pas prêts à prendre le risque. Et c'est pourquoi je pense que l'élevage en captivité va aider à résoudre, et a essentiellement résolu, la plupart de ce problème. Il y a autre chose dont on a parlé. J'ai entendu ça il y a des années, et je sais que c'est encore comme ça qu'il faut entrer des animaux dans certains pays d'Asie du Sud-Est aujourd'hui. Où il parlait du fait que si vous vendez un tas de varando asiatiques, et que vous glissez ensuite un dragon de Komodo, les gens du Fish and Wildlife ne vont pas le remarquer. Et je sais que ça se fait encore aujourd'hui. Mais ce n'est ni moi, ni vous, ni les personnes que vous voyez dans les expositions qui le font. Ce sont des gens sans visage, un peu dans l'ombre. Ce ne sont pas de vrais passionnés de reptiles, ce sont des criminels. Alors, le trafic d'animaux sauvages a-t-il disparu ? Absolument pas. Il y a encore beaucoup d'espèces qui sont très vulnérables à cause de cela, mais c'est bien mon cas. Et c'est pourquoi je pense que probablement, si je devais deviner ce qui se passe dans l'épisode 3, il change un peu de direction par rapport au problème initial, puis commence probablement à aborder la folie qu'est la terrariophilie aujourd'hui, afin de faire 5 épisodes au lieu de seulement 2. Mais encore une fois, je ne l'ai jamais vu. Je ne connais pas le réalisateur, et les personnes que je connais qui l'ont vu, je leur ai demandé de ne pas me spoiler. Donc c'est vraiment une supposition honnête. Alors pourquoi les gens disent que c'est ennuyeux ? Il y a vraiment des reels comme celui-ci. Et je pense que, tout d'abord, c'est un peu théâtral dans un certain sens. Les gens font des reels, ils voient une tendance et ils la suivent. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont tous d'accord avec ça, ou qu'ils pensent comme ça. Mais je pense aussi que la plupart des gens qui, premièrement, s'ils sont plus âgés et connaissent déjà l'histoire, ils la connaissent déjà. Et bien sûr, je connais déjà certains éléments, mais la façon dont c'est raconté, pour moi, est vraiment intéressante. Non seulement ça, mais le deuxième épisode ne parlait pas vraiment des reptiles, il était surtout question de substances illégales. Donc si ça ne t'intéresse pas, évidemment tu n'auras pas envie de regarder ça. Ou tu vas l'arrêter, parce que tu étais venu pour les reptiles, Jack, et il n'y a pas de reptiles. Enfin, il y en a un peu, il y en a quelques-uns. Il y a quelques reptiles, mais pas tant que ça. Ils essaient toujours de faire le lien, en parlant de Mario, qui aime ses animaux, ceci, cela, et tout le reste. Mais quand ils interviewent des agents de la DEA et tout ça, ils parlent pas d'animaux. Ils parlent pas de leur amour pour les animaux, ou vraiment de la façon dont ils les faisaient entrer au départ. Ça, c'était dans le premier épisode. Donc je pense qu'on s'éloigne beaucoup, et très rapidement de tout ça. Tu te souviens quand Fast and Furious parlait de voitures, et puis tout à coup, les voitures étaient sur la lune ou je ne sais quoi ? Je ne sais pas. J'ai arrêté de regarder après le 6e ou le 7e. Mais je pense qu'ils vont tout relier ensemble, donc je pense pas qu'on doive abandonner. Et personnellement, je l'ai regardé, j'ai trouvé ça vraiment cool, et il se peut que je le regarde à nouveau. Mais l'épisode 3 s'appelle Smuggler's Inn, donc j'imagine qu'on va revenir aux reptiles plus qu'autre chose. Peut-être que ça va devenir un peu plus fou, peut-être qu'ils nous ont appâtés dans l'épisode 2 pour attirer à nouveau notre attention si à la base on n'est pas fan des reptiles, on verra bien.
Dites-moi dans les commentaires ci-dessous ce que vous pensez de la série jusqu'à présent. Est-ce que vous pensez que l'épisode de la semaine prochaine va raconter? Par semaine prochaine, je veux dire aujourd'hui. La vidéo sort aujourd'hui, l'épisode sort ce soir. Profitez-en. Dites-moi ce que vous en pensez.